Donc, aujourd'hui, on m'a demandé de vous faire une courte présentation qui rassemble quelques notions en inclusion. Pourquoi l'inclusion aujourd'hui dans le cadre d'une rencontre MADA? Parce que c'est une excellente opportunité de vous transmettre des données, des connaissances au sujet de l'inclusion, parce que la politique MADA, le plan d'action, c'est une, euh, un endroit intéressant pour mettre des actions qui vont inclure toute la population, donc oui, les personnes aînées, mais également beaucoup plus large parce que quand on fait des actions, des mesures pour les personnes aînées, on se rend compte que ça va répondre aux besoins de plusieurs autres personnes dans notre population. Donc aujourd'hui, ma présentation va être vraiment axée sur les besoins des personnes en situation de handicap. Vous allez voir que mes exemples vont être à tous les âges. Donc, je n'ai pas concentré mes exemples seulement au niveau des personnes aînées et c'est voulu, étant donné que, bon, lorsqu'on parle d'inclusion, justement, on veut avoir des exemples le plus large possible. Donc, voilà. Je n'ai pas énormément de temps pour vous faire cette présentation aujourd'hui. Donc, s'il y a des bouts, je passe plus vite ou vous ne saisissez pas exactement ce que je veux dire, gênez-vous surtout pas à noter vos questions puis à me les poser par la suite. Puis même, vous pouvez même m'écrire après pour qu'on se prenne un rendez-vous puis qu'on en discute plus en détail. Alors, commençons avec quelques chiffres pour bien comprendre qu'est-ce que c'est le handicap puis comment ça se représente au Québec. Donc, ça va vous aider à comprendre aussi là, des exemples qui vont vous être présentés plus loin dans la présentation. Ces données-là sont tirées de l'enquête canadienne sur l'incapacité de 2017, dans laquelle les données sont présentées par province, les données principalement là, au niveau du handicap. Donc, vous allez voir, les données sont encore vraiment à jour. Je sais que 2017, ça peut paraître très, très loin, mais la prochaine enquête canadienne sur l'incapacité devrait sortir bientôt. On l'espère, on l'attend, mais les données sont toujours d'actualité, ne vous inquiétez pas. Donc, d'abord, une donnée que probablement vous avez déjà entendue. Au Québec, on a un peu plus de 16% de la population. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge aujourd'hui. Donc, 16% de la population âgée de 15 ans et plus qui a une incapacité. Donc, on estime que ça représente plus d'1 million de personnes. Le taux d'incapacité augmente avec l'âge. Donc ici, on comprend tout l'intérêt d'en parler dans le cadre d'une rencontre régionale MADA. Donc, le taux d'incapacité se situe vers 10% chez les adolescents et au début de l'âge adulte, puis il va grimper ensuite à plus de 32% chez les personnes de 75 ans et plus. Donc, ça montre à quel point c'est important d'inclure des actions en lien avec les personnes en situation de handicap dans le cadre de démarches pour les aînés. Au niveau du revenu familial, on constate que les enfants qui ont des besoins particuliers sont plus nombreux à vivre dans une famille en situation de faible revenu, toute proportion gardée. C'est important à garder en tête ça, quand on offre des services aux familles dans notre région. Puis finalement, je pense que ça, c'est ma donnée préférée, si je peux me permettre d'en avoir une préférée. On identifie souvent le handicap par un symbole de fauteuil roulant, mais saviez-vous que 2% seulement des personnes en situation de handicap sont en fauteuil roulant? C'est assez impressionnant. Donc, ça ne veut surtout pas dire qu'il ne faut pas prendre en compte les besoins des personnes en fauteuil roulant. Ça veut simplement dire qu'il ne faut pas oublier tous les autres types de besoins. Alors, parlons-en justement des autres types de besoins comme le handicap invisible. Donc, on estime que 80% des handicaps sont invisibles. Donc, si on reprend les données présentées à la diapo précédente, ça veut dire que dans une journée, si vous croisez par exemple 100 personnes à l'épicerie, au travail, dans vos déplacements, 16 d'entre elles étaient en situation de handicap, puis 12 de ces 16-là avaient un handicap et vous vous en êtes probablement pas aperçu parce qu'il était invisible. Donc, le fait de connaître cette donnée-là, moi, je trouve que c'est essentiel pour revoir la façon dont on interagit avec les personnes qui nous entourent parce qu'on ne le sait pas toujours quand on rencontre une personne que cette personne-là vit avec un handicap. Ça nous montre qu'il faut rester ouvert.
Donc, un handicap invisible, c'est quoi? Ça peut être regroupé en 4 catégories officielles. Donc, premièrement, les maladies chroniques ou invalidantes. On a l'exemple ici, le diabète, maladie respiratoire, maladie de Parkinson, mais il y en a beaucoup d'autres. Les troubles cognitifs, comme les troubles de la mémoire ou de l'orientation. Les handicaps psychiques, comme la dépression, la schizophrénie et plusieurs autres. Et finalement, les handicaps sensoriels qui incluent la déficience visuelle, la surdité et encore une fois, là, c'est quelques exemples parmi tant d'autres. Cette classification officielle-là, elle n'inclut pas certaines situations de besoins particuliers comme le trouble du spectre de l'autisme, les problèmes de comportement, les problèmes d'apprentissage et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. C'est une classification qu'on dit officielle. Ensuite, j'ai envie là, de vous faire quelques mots sur le vocabulaire parce que c'est une question que je reçois énormément. On parle de plus en plus de nos jours du handicap, des situations de handicap, des situations de besoins particuliers. Puis souvent, on m'appelle, on m'écrit pour me dire, Gabrielle, je ne sais pas quoi dire, je ne veux pas froisser personne, je ne sais pas quel terme utiliser, mais aujourd'hui, on va essayer de démêler ça ensemble parce que moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire que de s'empêcher d'en parler parce qu'on a peur de ne pas utiliser les bons mots. C'est important d'en parler, donc on va démêler les termes ensemble. Donc, premièrement, on a le terme « une personne handicapée ». Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce terme-là, il représente les personnes handicapées au sens de la loi. Ensuite, une personne en situation de handicap, c'est une personne qui vit avec un handicap qui peut être temporaire. Donc, cette personne-là a besoin d'accommodement, mais elle n'est pas reconnue comme une personne étant handicapée au sens de la loi. Ce qui est intéressant avec la différence entre une personne handicapée et une personne en situation de handicap, c'est que, bon, les personnes handicapées, c'est au sens de la loi, là, c'est vraiment avec les données que je vous ai présentées tantôt. Les personnes en situation de handicap, comme ça peut être temporaire, ça peut être des situations là, qui ne sont pas reconnues comme étant un handicap au sens de la loi, on estime que potentiellement 100% de la population peut se retrouver en situation de handicap au cours de sa vie. Donc, quand on met une action en place pour les personnes en situation de handicap, on sait qu'elle va être pertinente pour potentiellement toute la population. Donc, c'est vraiment intéressant de le voir comme ça, mais il ne faut pas oublier que tout ce qui est niveau légal, le plan d'action à l'égard des personnes handicapées pour les municipalités de 15 000 habitants et plus, par exemple, va toucher les personnes handicapées vraiment au sens de la loi. Finalement, quand on parle d'une personne qui a des besoins particuliers, on parle d'une personne qui a besoin d'accommodement pour que ses besoins soient répondus, mais que ses besoins ne relèvent pas nécessairement de handicap. Donc, l'exemple que je trouve le plus parlant pour ça, c'est une personne qui est en apprentissage de la langue française. Elle n'est pas en situation de handicap nécessairement, mais elle a un besoin particulier, puis elle a besoin qu'on s'adresse à elle de différentes façons et qu'on réponde à ses besoins pour qu'elle puisse communiquer et nous comprendre. Le terme besoin particulier, on va aussi beaucoup l'utiliser pour les enfants. Ça, c'est vraiment une question sociale. On préfère, dans notre société, dans notre culture, utiliser le terme besoin particulier pour des enfants parce que souvent, on a un malaise à poser l'étiquette de personne handicapée sur un enfant, mais c'est vraiment une question de choix et de culture, de société. Il n'y a pas de règles qui nous oblige à parler d'un enfant à besoins particuliers plutôt qu'un enfant en situation de handicap ou handicapé. Ensuite, vous voyez ces 3 images-là. J'aime ces images-là parce que ça nous permet de se demander, il est où le handicap dans notre environnement? Je vous ai un peu donné la réponse de la façon que je l'ai dit. Donc, est-ce que c'est la personne qui est vraiment le handicap ou c'est son environnement qui fait en sorte que la personne se retrouve en situation de handicap? Donc, dans les 3 exemples ici, on voit bien que c'est vraiment l'environnement qui fait en sorte que la personne se retrouve en situation de handicap.
Un exemple que j'aime donner, puis là, vous allez voir, c'est un exemple là, qui provient du monde des licornes, qui est vraiment utopique, mais une personne qui est en situation de handicap dans une municipalité pourrait déménager dans une autre municipalité qui répond à 100% de ses besoins. Puis là, c'est là que je vous dis que c'est vraiment utopique parce qu'on n'arrivera jamais à répondre à 100% des besoins de toute la population, mais on peut toujours y tendre, puis toujours essayer de s'en approcher le plus possible. Cette personne-là qui arrive dans cette municipalité-là incroyable, qui répond à 100% de ses besoins, ne serait plus en situation de handicap parce que l'environnement ne serait plus un handicap pour cette personne-là. Ensuite, ici, vous avez quelques politiques et plans d'action dans lesquels ça peut être intéressant d'inclure des actions pour répondre aux besoins de l'ensemble de la population. Donc, évidemment, là, il y a la MADA que vous connaissez bien si vous êtes à cette rencontre-là aujourd'hui, mais il y en a plusieurs autres. On termine avec le plan d'action à l'égard des personnes handicapées qui est obligatoire au Québec pour les municipalités de 15 000 habitants et plus. Ça ne veut pas dire qu'une municipalité plus petite ne peut pas produire un plan d'action, mais ça vous donne quand même une belle liste là, d'autres plans, d'autres politiques dans laquelle on peut réfléchir à l'inclusion. Vous avez probablement déjà vu cette image-là, probablement là, plus la partie égalité, équité. Moi, j'aime cette image-là parce qu'il y a 2 cases de plus, puis ces cases-là sont vraiment pertinentes. Donc, premièrement, je vais les décortiquer chacune pour les différencier, l'égalité, l'équité sans obstacle et l'inclusion. Puis ensuite, je vais les mettre dans des exemples pour mieux les comprendre. Donc, l'égalité, c'est donner la même chance à tous sans égard à leurs besoins. Ensuite, l'équité, c'est répondre aux besoins de chacun afin que tous arrivent au même résultat. Sans obstacle, c'est éliminer la source d'obstacle, ça le dit, dans l'environnement pour tous. Puis, finalement, l'inclusion, c'est de s'assurer que malgré les divers besoins de chacun, tous vont avoir la chance de participer ensemble. Ça, j'aime le mettre dans un exemple. On va prendre l'exemple d'un club de marche en montagne. Donc, ça peut être une municipalité, justement, qui organise un club de marche dans une montagne de la région. S'il n'y a pas de montagne dans votre coin, l'exemple s'applique à plein d'autres situations. Donc, l'égalité dans notre club de marche, ça serait de dire on va créer un groupe pour les personnes qui ont un handicap ou des besoins particuliers, puis on va leur donner des souliers à crampons à tout le monde. Même si le besoin d'une personne est au niveau visuel, l'accommodement qu'on fait, c'est les besoins à crampons. Ensuite, l'équité, ça serait de dire dans le groupe qui a des besoins particuliers, on va donner de l'équipement adapté aux besoins individuels de chacun. Ensuite, dans l'exemple du sens d'obstacle, ça serait de dire qu'on va faire un groupe qui a un handicap, des besoins particuliers, puis il va emprunter un chemin plus facile, sans obstacle, puis il va avoir l'autre groupe là, qui va prendre le chemin normal. Et finalement, l'inclusion, ça serait de dire que tout le monde va participer à la même randonnée, puis tous leurs besoins vont être répondus, puis ils vont vivre l'expérience ensemble. Ils vont arriver au sommet ensemble en même temps, puis ils vont admirer la même vue sans égard à leurs besoins. Je vais terminer la présentation avec l'accent inclusif. Vous allez voir, c'est un concept qui est assez théorique. Je vais essayer de le rendre moins théorique, mais comme je vous ai dit, la formation accent inclusif, là, elle dure quelques jours. Donc, quelqu'un qui voudrait vraiment se former au sujet de l'accent inclusif, là, je ne pourrais pas faire ça en 10 minutes. Donc, je vous la présente, c'est une petite mise en bouche de l'accent inclusif, mais si vous voulez là, en savoir plus, vous pouvez m'écrire. Je pourrais vous donner les ressources ou aller chercher cette formation complète-là, tout ça. Donc, pourquoi je vous parle d'accès inclusif aujourd'hui? Parce qu'on entend souvent le terme d'accessibilité universelle qui va faire référence à permettre à toute personne de réaliser des activités de façon autonome puis
d'obtenir des résultats identiques. Le caractère universel de l'accessibilité universelle, des fois, dans certaines situations, ça peut relever un peu de l'utopie, donc d'attendre des résultats identiques pour tous. Une approche qui va venir répondre un peu à cette problématique-là de l'accessibilité universelle, c'est l'accès inclusif, qui est une approche qui a été développée par le chercheur Patrick Pugerelas, qui repose sur 5 dimensions. La disponibilité, l'accessibilité, l'acceptabilité, l'abordabilité et l'utilisabilité. C'est un bel exercice de diction de nommer ces 5 dimensions. Ah, Richard me dit qu'il me reste 1 minute. OK. Excellent. Donc, je vais vous passer les 5 dimensions, puis je vais essayer de faire ça le plus résumé possible. Donc, d'abord, dans la disponibilité, on veut savoir est-ce que le service, l'accommodement, l'infrastructure est disponible. Donc, est-ce qu'il est présent dans notre municipalité, autant au niveau de la présence que du temps? Donc, est-ce que l'horaire a de l'allure pour notre population? Est-ce qu'on répond aux besoins au niveau de l'horaire, de la présence? Voilà. Ensuite, au niveau de l'accessibilité, on a la localisation, l'adaptabilité potentielle, la compréhensibilité, les normes, la distance, le mode de déplacement et le temps de déplacement. Donc, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idéal est de répondre à chacune de ces sous-dimensions-là. Par contre, il y en a certaines qui peuvent venir se remplacer. Donc, par exemple, si le temps de déplacement est très long, ce qui fait en sorte que c'est plus accessible. Notre service, il est à 1 heure de distance. Donc, le temps de déplacement est très, très long. On peut venir compenser par le mode de déplacement. Donc, est-ce qu'on a un transport qui est accessible? Est-ce qu'on a mis en place du covoiturage, un autobus, peu importe là, les moyens de notre municipalité? Donc, voilà, c'est je bafouille parce que je ne suis pas habituée de la faire en si peu de temps, mais vous comprenez, donc on veut s'assurer que notre service, par exemple, est disponible, accessible. Ensuite, au niveau de l'acceptabilité, on veut s'assurer que autant notre personnel, notre population a les connaissances, les compétences et dans leurs valeurs et leurs croyances, le handicap est perçu d'une façon positive pour bien accueillir les personnes en situation de handicap. On va donner l'exemple d'une bibliothèque. Si les personnes qui travaillent à la bibliothèque ont des croyances plus négatives au sujet du handicap, c'est sûr que là, on a un petit faible au niveau de l'acceptabilité. Donc, ça peut être par donner une formation, sensibiliser autant notre population que notre personnel municipal aux situations de handicap et de besoins particuliers. Ensuite, pour ce qui est de l'abordabilité, on veut s'assurer que le coût auquel le coût de nos services est abordable pour notre municipalité, répond pas aux besoins, mais aux moyens de notre population. Ça, c'est pour la population, les personnes utilisatrices. Pour la municipalité aussi, on veut s'assurer que l'activité ou le service, l'infrastructure va pouvoir durer dans le temps. Donc, on a prévu le budget pour l'entretien, pour poursuivre l'activité. Puis, voilà, donc l'abordabilité, il faut vraiment le voir autant pour les personnes utilisatrices que pour la municipalité elle-même. Et finalement, l'utilisabilité, c'est la composante qui va nous permettre, une fois qu'on a répondu à toutes les 4 premières dimensions, de voir, OK, notre service, notre infrastructure, tout ça, est-ce que c'est utilisé? Si oui, tant mieux. Sinon, pourquoi? Et de faire les ajustements en conséquence. Donc, la meilleure façon d'aller de mesurer l'utilisabilité, c'est d'aller directement consulter les personnes qui utilisent les services qu'on a mis en place, puis de leur poser la question tout simplement.
Donc voilà, là, j'ai fait ça le plus rapidement que je pouvais. Je me suis fait presser un peu dans le temps, donc je vais arrêter de partager. Je vais laisser la parole à Nathalie Roussel qui va vous présenter un projet que je trouve super intéressant qui va répondre à pas mal, je pense, toutes les dimensions de l'accès inclusif. Donc, un bel exemple de projet qui allie inclusion et personnes aînées. À toi la parole. De vous présenter un programme que chez nous est rendu maintenant un incontournable, qui est le programme d'accompagnement loisirs pour adultes. En fait, Gabrielle l'a mentionné, c'est très en lien avec l'accès inclusif. Il faut savoir que chez nous, bon, on a un plan d'action depuis longtemps, on fait de l'accessibilité depuis 24 ans, et on a beaucoup d'équipements adaptés qui étaient disponibles pour la population. Et lors d'une consultation publique, les gens nous ont dit, oui, c'est le fun, il y a plein de lieux accessibles, hein? C'est disponible, c'est accessible, c'est abordable, c'est gratuit. Il y a même, les employés sont formés pour utiliser les équipements adaptés, etc. Mais on n'est pas capable d'utiliser parce qu'il nous manque des accompagnateurs pour y aller. Là, on avait, OK, on n'avait pas réalisé cet élément-là. Donc, on fait le tour de la boucle au complet de l'accès inclusif. Et au départ, bien honnêtement, on s'est posé la question, c'est-tu à la ville, à nous autres, de mettre en place un accompagnement? Il semble qu'il faut d'entraide bénévole. On voyait plein de partenaires potentiels. Mais là, on s'est assis avec notre comité consultatif. Puis on dit, ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose à faire. On s'est dit, OK, on va faire un projet pilote. On a monté un sous-comité de travail avec nos partenaires. On a regardé comment on pourrait mettre ça en place, puis on était prêt à le déployer à l'été 2020, mais chez nous, il y a eu une pandémie. J'imagine que vous l'avez vu passer, vous autres aussi. Donc, ça a été décalé d'un an. Été 2021, on a déployé ça. Ça a été un coup de cœur. On pensait que ce serait un projet qui durerait un été, un projet pilote. Et il a fallu se rendre compte qu'à la fin de l'été, le projet était tellement wow au niveau des impacts et on dirait, moi j'appelle ça l'alignement de planète, tout s'est placé de façon naturelle pour assurer une certaine pérennité. Donc, essentiellement, le programme d'accompagnement loisir, c'est de fournir un accompagnateur à des adultes. On n'est pas dans un programme de 40 jours, là. C'est des adultes en situation de handicap et on a rajouté, après le projet pilote, parce qu'il y avait de la demande, des aînés en contexte de vulnérabilité. Puis là, ici, je viens préciser, on ne souhaitait pas rejoindre des aînés qui allaient tout seuls au club de l'âge d'or qui étaient très autonomes. Non, non. C'est ceux qui, justement, avaient besoin du petit coup de pouce pour aller faire des activités. Et nous, on a choisi le médium des activités de loisirs, de culture et de plein air. On avait les équipements pour ça et on a le mouvement des saines habitudes de vie à la ville chez nous et on trouvait que c'était important. Mais là, la meilleure façon de vous faire juste toucher un petit peu ce que c'est, je vous passe une petite capsule vidéo. C'est quoi le programme TAL?
Alors, nos objectifs spécifiques pour ce programme-là, c'était vraiment de soutenir le développement et le maintien de saines habitudes de vie, d'agir au niveau du déconditionnement. Là, dans le cadre de la pandémie, on a beaucoup de nos participants, c'est la première fois qu'ils sortaient après le confinement à l'été 2021. On voulait bien sûr contribuer à réduire l'isolement social, augmenter l'utilisation des équipements adaptés, et également former les proches aidants pour viser une pratique autonome par la suite. Au niveau des modalités, c'est assez simple le fonctionnement finalement. On jumelle un participant avec un accompagnateur. On attribue à chaque participant une plage horaire, idéalement fixe pour répondre à leurs besoins. Exemple, Monsieur X va être à tous les mercredis à 10 heures à chaque semaine, mais c'est lui qui choisit à chaque semaine ce qu'il veut faire comme activité. Avec le soutien de l'accompagnateur, il va vous présenter, voici, hey, il y a ça qui se passe en ville, ça vous tente d'aller l'essayer, etc. Et au fil du temps, il y a également des activités en sous-groupe qui ont été offertes parce que la volonté, c'était ça de briser l'isolement social. Jusqu'à maintenant, on a 65 participants inscrits, sont âgés entre 21 et 89 ans, donc c'est assez varié, mais il y en a plus de la moitié là, qui ont plus de 65 ans. On a visé au départ davantage tout ce qui est déficience motrice, visuelle et auditive, parce qu'en déficience intellectuelle, il y a déjà des organismes sur notre territoire qui offrent de l'accompagnement. Et on a également élargi avec la clientèle des polyhandicapés du CIUS parce que pendant la pandémie, leur personnel était dédié à la vaccination et il y avait des activités aquatiques qu'ils faisaient d'habitude avec 2 intervenants, un participant. Et il y avait juste un intervenant, eux, disponible. Ils nous ont demandé de collaborer. Donc, on le fait. Ça l'a permis de toucher une autre clientèle. Nos accompagnateurs. Lors du projet pilote, on a embauché sur un programme Emploi-Été Canada 2 étudiants en éducation spécialisée. Ils ont tellement trippé sur leur emploi d'été qu'ils en ont parlé au cégep quand ils sont venus à leur cours. Et c'est le cégep qui nous a appelés pour qu'on devienne un milieu de stage. Donc, ce qui devait durer un été, c'est ramassé qu'à chaque session, j'accueille dans mon équipe des stagiaires de l'AEC ou de la technique en éducation spécialisée du cégep de Victoriaville. Ce qui nous permet de mettre en place plein d'activités. Fait que ce programme-là, il est vraiment il est issu d'un partenariat extraordinaire. Bon, moi, je gère la politique ville inclusive. Par contre, je travaille en étroite collaboration avec ma collègue qui s'occupe de la politique des aînés, donc MADA, la politique jeunesse aussi, parce qu'on fait de l'intégration de stages et également le mouvement des saines habitudes de vie Hop la ville. Toutes ces politiques-là à Victoriaville ont un comité consultatif. Donc, quand on a mis en place le programme, on a fait un comité beaucoup plus grand qui est allé chercher des gens de tous ces comités consultatifs-là et ensemble, on a bâti les balises. C'est ces membres-là qui ont procédé au recrutement et qui viennent régulièrement donner de la formation parce qu'on recommence à chaque session. J'ai des nouveaux stagiaires qui débarquent et on a le kinésiologue du CIUS qui vient donner une formation, 2 organismes en déficience auditive, en déficience visuelle, etc. Donc, on continue la formation de nos stagiaires. Au niveau des ressources humaines, ben, les stagiaires cégep de Victoriaville et c'est des stages non rémunérés. Donc, c'est drôlement intéressant pour la ville. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un de nos organismes qui siège sur notre comité consultatif qui est allé chercher une subvention pour soutenir l'accompagnement. Donc, quand nos stagiaires ils ont fini chez nous, ils retournent à l'école et ils ont un horaire un peu atypique, ils ont des trous et ils ont le goût de continuer à faire de l'accompagnement. Donc, Handicap Action a pris la relève pour défrayer le salaire un coup qui sont plus stagiaires chez nous pour qu'ils continuent à temps partiel d'offrir de l'accompagnement. Et au niveau des équipements adaptés, ben, on a déjà une entente pour parler un petit peu plus loin avec nos organismes pour l'acquisition d'équipements adaptés. L'investissement municipal.
depuis 2021. En ressources humaines, ce que nous, ça nous a coûté, c'est 9 400 $ et ça, principalement, c'est défrayer les salaires pendant l'été. C'est les projets Été Canada, les villes, on est moins subventionnés qu'un organisme, donc il y a toujours une partie à aller défrayer. C'est ce que c'est pour 2 étés complets. On investit un peu de matériel et activités et nos équipements adaptés, ben, ça fait 10 ans, nous, hein, qu'on fait l'achat d'équipements adaptés. On en a 38 dans notre inventaire et ça vaut 147 500, mais nous, ce que la Ville, on a payé, c'est 21 400. Il y a plusieurs subventions qui existent, qui sont disponibles, dont Population Active, que c'est des OBNL qui ont accès pour les villes. Nous, on a un partenariat sur le territoire. Nos OBNL font les demandes de subventions, on les aide à les remplir. Nous, on paye la différence quand il y en a au niveau des équipements. On assure la gestion des prêts, l'entretien, l'entreposage. Donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde sur le territoire. Au niveau des résultats de ce programme-là, le nombre d'accompagnements, c'est incroyable. Jusqu'en février, parce que je n'ai pas fait les chiffres pour le mois de mars, on était rendu à 1631 accompagnements réalisés. Tout ce qui est plus comme en rouge, c'est les accompagnements individuels. À l'automne, on a commencé à intégrer en bleu les accompagnements de groupe parce que ça avait été demandé. Ça nous a permis en même temps d'offrir encore plus d'accompagnement. Vous voyez qu'à l'été 2022, ça a vraiment popé. Exceptionnellement, on avait 2 étudiants, mais on avait également 2 stagiaires. À cause de la pandémie, il avait décalé les sessions. Donc, on avait des stagiaires là également. Fait que jusqu'à maintenant, c'est beaucoup de gens qui ont réussi à avoir plusieurs rencontres là, accompagnées. Ce qui était prévu aussi, c'était qu'il y aurait une amélioration de la condition physique et mentale chez les participants, et on l'a vu. D'ailleurs, on a une des participants qui nous a même dit, son médecin qui fait ses prises de sang régulières, il a dit, donc, tes résultats sont tellement plus beaux, qu'est-ce que tu as fait? As-tu changé des choses dans ta vie? Ben, je fais du kayak à toutes les semaines maintenant. Et donc, je fais, wow! Donc, ça a un impact au niveau physique. Bien sûr, les équipements ont été davantage utilisés. Et à chaque mois, nous, on a la journée Hop la ville, que c'est gratuit. Ce sont des activités qui touchent les saines habitudes de vie. Et on fait participer systématiquement là, des participants du PAL à ces journées-là maintenant. Ce qu'on n'avait pas prévu, par contre, qui s'est rajouté dans les résultats, c'est qu'on participe autant au développement des compétences en intervention auprès des stagiaires. Ce ne sont pas des stagiaires en loisirs, ce sont des stagiaires en éducation spécialisée. Dans mon équipe, moi, j'ai un background en psychoéducation et j'ai une de mes adjointes aussi qui est bachelière en psychoéducation. Donc, on est capable d'intervenir auprès de ces stagiaires-là. Toutefois, ça pourrait être des stagiaires en loisirs, en adaptation, en plusieurs éléments, même des préposés aux bénéficiaires, peu importe, okay? Pour ouvrir plus large. Ça nous a permis également de valoriser davantage l'expertise de nos partenaires qui viennent donner de la formation, etc., qui sont vraiment mis sur la sellette. Ça nous a permis de bonifier les liens auprès des ressources sur le territoire. On travaille beaucoup avec le maintien à domicile. On est en contact constant avec les travailleurs sociaux parce qu'on a balisé notre carré de sable. Et il y a des fois où on est devant des situations où on fait « Oh, ça ne relève pas de nous autres. » Tel participant, actuellement, on pense que ça va vraiment pas bien. On réfère au TS, on réfère Popote roulante, etc. Donc, on a vraiment fait un maillage important avec toutes les ressources du territoire. Et je vous en ai parlé tantôt, c'est impliqué avec la clientèle polyhandicapée du CIUS. Ça aussi, c'est gagnant. Et surtout pour nos stagiaires, ça leur permettait de côtoyer une autre clientèle. Donc, au départ, on était parti de, on veut que nos équipements adaptés sortent plus souvent parce qu'on les a, on veut qu'ils soient utilisables. Finalement, on s'est ramassé à faire l'initiation au transport en commun. Et ça, c'est génial parce que ça amène un niveau d'autonomie incroyable auprès de nos participants. On a mis en place des activités de sous-groupe
On a mis en place des activités récurrentes et ça soutient la pérennité des saines habitudes de vie. On a participé à des sorties de groupe organisées. On parle de 95 personnes qui participent à la même activité. L'hiver, on a mis en place un café rencontre virtuel pour garder le lien avec les participants qui étaient plus réticents à sortir. Ça l'a amené un de nos organismes à mettre en place des cours d'initiation de tablettes, surtout avec des aînés, pour se joindre à ces cafés rencontres-là. On a mis en place des courses partagées avec les Cactus, qui est un équipement adapté, avec des bénévoles sur le territoire qui n'ont même pas aucun rapport avec nos stagiaires. Ça nous a emmené aussi à prêter des équipements adaptés gratuitement à nos résidences pour personnes aînées parce qu'ils ne les avaient pas et ils voulaient également faire des activités chez eux. Dernièrement, à cause de nos 2 nouvelles stagiaires, on a commencé à offrir de la zoothérapie parce qu'il y en a une qui a une grande affinité avec ça. Et actuellement, nos 2 stagiaires préparent une conférence sur les abus pour les aînés parce qu'il y a beaucoup d'abus au niveau fiscal actuellement sur le territoire, de la fraude. Et on est en train là, de voir comment on peut intervenir davantage. Et j'aurais pu continuer comme ça. C'est comme des rénaux, ça. C'est comme un projet. Tant qu'à, je vais en rajouter d'autres. Mais on commence à manquer de place sur la slide et on manque carrément de temps. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place en fonction soit de la programmation existante sur le territoire ou des activités que nos stagiaires, avec leur initiative, ont mis en place. On a passé un sondage auprès de nos participants et ils sont emballés par le projet. Et l'impact qu'on a relevé beaucoup, c'est ce que ça leur a permis d'accomplir au quotidien. Donc, sortir de chez eux, rencontrer des gens, maintenir leur autonomie, découvrir de nouvelles activités. Et on a fait, wow, OK. 3 petits coups de cœur rapides. Ils ont voulu commencer tout de suite, après la pandémie, à faire des sous-groupes et on se demandait de quoi. On avait un des participants qui voulait s'en aller en appartement. Il ne savait pas cuisiner. Fait que là, on disait, peut-être des mini-ateliers de cuisine collective. On a appelé cuisine collective. Eux avaient plus de personnel pour animer, mais ils nous prêtaient les locaux. Et on avait un de nos stagiaires à ce moment-là qui avait un DEP en cuisine. Donc, ils ont mis ça en place. Ça leur a permis d'échanger alentour de ça. Puis à ce moment-là, on avait une petite gang de vaccinés, puis une petite gang de non-vaccinés. Parce que je vous ramène que on sortait à peine de la pandémie. Fait qu'il fallait quand même appliquer toutes ces règles-là. Ce petit couple-là que vous avez vu dans la vidéo, ça fait 68 ans qu'ils sont mariés. Ils se parlent à tous les jours, mais au moment où ils ont commencé à adhérer au programme, à cause de leurs problèmes de santé respectifs, au niveau déficience physique d'un bord, déficience cognitive de l'autre, ils habitaient dans des résidences séparées et ils ne se voyaient pas. Ils se parlaient à tous les jours, mais ils ne se voyaient pas. Leur seule fille habite à Gatineau. Donc, ils ont été inscrits au programme et notre accompagnatrice allait chercher monsieur à sa résidence. Il allait sur la piste cyclable pour rejoindre madame à sa résidence et ils se voyaient comme ça à toutes les semaines grâce au programme TAL. Et cette dame-là, elle avait une maladie dégénérative. Elle était vers sa fin de vie. Puis, ça allait bien au niveau des activités. Et un moment donné, elle nous a demandé, je voudrais aller faire du kayak. Elle faisait surtout du cactus. Sa famille était plus ou moins d'accord au début. Voyons, elle n'est plus assez forte pour ça, ça n'a pas de sens. On a mis tout en place pour que ça se passe bien. On a un kayak adapté. Ça a été un grand bonheur pour elle et on a su cette journée-là, quand elle est venue, c'était son souhait de fin de vie. Elle avait demandé l'aide médicale à mourir. La date était choisie pour 2 semaines suivantes. La famille, quand elle a vu que ça s'était tellement bien passé, puis de voir à quel point elle avait été épanouie là-dedans, ils nous ont emprunté un équipement adapté qui est une joëlette et ils sont montés en gang, en famille élargie sur la montagne à Gleason. Ils sont allés faire Gleason en couleur 1 semaine avant son décès. Et ça fait wow! On pensait jamais que ça irait jusque-là. C'est ce qui nous fait dire que c'est tellement plus que des rencontres de loisirs. Ça, c'est le prétexte de base.
mais on se rend compte que ça a un impact incroyable auprès de nos citoyens et c'est ce qui fait en sorte que, ben, on continue tout simplement à le mettre à l'horaire.